Ok, on finit la capsule sur les séries de capsules sur les intervalles de confiance. Donc je vais basculer. Alors j'ai sauté l'exemple sur la loi géométrique parce qu'il faudrait que je la revoie un tout petit peu. Je pense qu'il y a peut-être des coquilles, ou en tout cas ça mérite un peu plus de détails. Je vais revenir sur des petits exercices histoire voilà, de répondre à des vrais problèmes concrets. Donc je me suis inspiré du livre de Simard 2015, qui est un livre de collégial. Hein, c'est méthode quantitative ou je sais plus quoi. Enfin, c'est un petit exercice, un petit livre assez intéressant pour avoir une introduction à ces méthodes quantitatives. Et on va essayer de le faire tranquillement. Donc j'ai pris des exemples et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc je vous laisse lire tranquillement l'énoncé. Donc on dit juste qu'il y a une enquête qui a été faite. On a 1574 ménages. Donc ici on a notre N. N égale 1574. OK. On a des dépenses. Donc on a une dépense moyenne qui vaut 1807. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a du X bar qui est de l'ordre de 1807 $. Et on nous parle d'un écart type corrigé, ce qui veut dire tout simplement le fait qu'on ait du S qui vaut 566, 556, pardon. Donc on retrouve le fait qu'on mette un dollar, puisque encore une fois les écarts types ont les mêmes unités que les moyennes et que les observations, donc on est sur des montants. Okay. Donc on est sur les dépenses annuelles au restaurant, et on nous demande un intervalle de confiance à 90%. Donc là aussi, petite information, on nous donne la valeur de alpha. Alpha vaut 10%. Permettant d'estimer le montant annuel des dépenses au restaurant pour l'ensemble des ménages du Québec. Voilà, donc on va se lancer. Alors, on pourrait supposer ou pas qu'on ait une loi normale. En fait, si jamais je suppose que j'ai une loi normale, il n'y a pas de souci, on sait faire. Si jamais on suppose qu'on n'a pas une loi normale, en fait, on s'en sort parce que n est relativement grand et donc on a le théorème central limite. Donc, si jamais je vous le fais un peu rapidement, ce qu'on va dire, c'est je sais que x bar, la racine carrée de x bar moins mu divisé par sigma chapeau doit suivre à peu près une loi normale n0. C'est juste ça qu'on est en train de dire, que ce soit normal ou pas, à partir du moment où j'ai assez d'observations, cette approximation, elle tient la route. Et donc, au pire, c'est pas un intervalle de confiance exact, mais on s'en fout. On n'est pas à ça près. Donc tout est écrit ici. Ben voilà, j'ai tout. En fait, j'avais mon x bar, j'ai mon sigma, j'ai mon racine de n. Enfin, j'ai tout. Donc, comment je fais pour construire l'intervalle de confiance? Ben, on l'a vu. Hein. L'intervalle de confiance, c'est x bar plus ou moins un quantile. Alors, comme on est sur un niveau de confiance à 95, à 90%, c'est toujours la même chose. Je veux savoir où est-ce que je me trouve dans 90% des cas. Dans ces cas-là, il faut que j'aille chercher le quantile à 95%, puisque là encore, en gros, j'exclus la partie à droite qui est à 5%, et donc c'est le quantile à 95%, c'est-à-dire à 1,64, pardon. Okay, donc j'ai mon 1,64 qui va se trouver ici, et donc je me remplace tout simplement par les différentes grandeurs. Donc ici, j'ai ma moyenne, ici, j'ai mon niveau associé au quantile, ici, j'ai mon sigma, et ici, j'ai sigma chapeau, et ici, j'ai mon racine carrée de n. Donc ça me dit que, effectivement, ma dépense moyenne, elle est de 1807 $, mais compte tenu de l'erreur d'échantillonnage et de la variabilité sous-jacente dans mes données, il y a 90% de chances pour que cette moyenne soit comprise entre 1784 et 1830. Okay. Alors à quoi ça sert d'avoir cet intervalle? Ça sert en particulier si jamais on veut regarder des variations d'année en année. Okay, donc là, je suis sur l'enquête 2011. Si jamais on avait eu une enquête en 2009 et qu'on avait obtenu un intervalle, ou disons, si jamais on avait obtenu une valeur qui était de l'ordre, je ne sais pas moi, supposons qu'on avait eu un 1790 $. Okay, si jamais j'avais obtenu 1790 pour l'année N-1, est-ce que cette différence, elle est beaucoup plus petite que ça? Ce qu'on voit, c'est qu'on reste dans le même intervalle de confiance. Donc, si jamais j'avais tracé mes intervalles de confiance, on voit qu'ils ont une intersection non vide, et donc on n'a pas... Enfin, encore une fois, je ne suis toujours pas sur les tests, donc on n'est pas en train de dire est-ce que ça a augmenté ou pas. Mais en tout cas, on a une intuition qui est que c'est comparable. Okay, c'est ça l'idée des intervalles de confiance, c'est de voir est-ce que je peux affirmer avec une certaine autorité que oui, ça a augmenté, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc l'intervalle de confiance nous permet de quantifier un peu l'incertitude qu'on a sur les différentes grandeurs. Après, je vous en donne un autre donc, qui parle des Québécois. Donc on a des sondages, il y a eu des entrevues téléphoniques qui ont été faites. Il y a on compare les Québécois versus les non-Québécois. Okay, on leur demande est-ce que tout va bien ou est-ce que tout va pas bien. Donc il y a une certaine probabilité de penser que tout va bien. Et on regarde aussi le fait d'être favorable au droit à l'avortement. Donc voilà, donc on a des probabilités. Donc ces choses-là sont associées à des probabilités Px. Donc on a visiblement une question X, une question Y.
Et on va se poser des questions pour savoir si jamais les probabilités sont identiques. Donc nous, on se contente de regarder l'intervalle de confiance sur la proportion des Québécois qui pensent que les choses vont mal au Québec, au Canada. Donc on était sur un niveau à 71% de gens qui pensent que ça va mal. On avait interrogé 1209 personnes. Alors sur ces 1209, nous, ce qui nous intéresse, c'est les 1001 qui sont au Québec. Et donc on peut construire comme ça notre intervalle de confiance. Donc on a notre P, chapeau. Ici, on a notre N. Et donc, on récupère l'intervalle de confiance. À partir du moment où N est relativement grand, j'ai plus que 1000 personnes, dans ces cas-là, je peux construire mon intervalle de confiance. C'est tout simplement l'intervalle de Wald qui me dit que c'est P chapeau plus ou moins 1,96 racine carrée de P chapeau à ma P chapeau sur N. Okay. Donc en fait, je récupère un 71 plus ou moins 2,7 en pourcentage. Donc on est entre 69 et 74%. Okay. Alors, si vous regardez attentivement le document, il nous dit la chose suivante, et c'était ça que je voulais commenter dans cet exemple, mais relisez-le tranquillement, et essayez de le refaire. La marge d'erreur est de plus 3,1% dans l'échantillon québécois. Voilà, c'est un petit commentaire qui est donné dans le Journal du Québec sur la méthodologie. Alors 3,1%, c'est pas ce qu'on a obtenu. On avait obtenu 2,7. En fait, techniquement, comment est-ce que je le fais? C'est que il mentionne quelque chose qui est EDO+. Voilà, il y a une petite phrase qui est EDO+ 3,5%. Donc nous, on a obtenu 2,7, effectivement, on est dans la borne. En fait, c'est juste que on va regarder le pire des cas. Donc le pire des intervalles qu'on puisse obtenir, on va regarder le maximum de ce que peut valoir la racine carrée de P1 moins P sur N, quand P prend des valeurs entre 0 et 1. Alors, il s'avère que cette fonction P1 moins P, j'en ai déjà parlé, c'est une parabole, c'est cette fonction qui est comprise entre 0 et 1, qui atteint son maximum en 1,5 et qui prend comme valeur 1/4. Okay. Dans ces cas-là, il suffit de remplacer le maximum par le pire des scénarios. C'est obtenu quand on est à 50%. Et effectivement, si jamais vous faites 1,96 multiplié par la racine carrée du pire des scénarios, c'est-à-dire une proba à 50%, multiplié par 50%, qui est le 1 moins 50%, enfin 100 moins 50%, divisé par n, on récupère bien ce 3,1. Donc le 3,1 qui est mentionné dans l'article, c'est cet estimateur-là. Donc ça, c'est parfois retenu par les instituts de sondage, qui consiste à dire, au lieu de calculer la vraie probabilité, en fait, on va se placer dans le pire des cas en disant ici, le pire des cas, ce serait le cas où on a non pas 70-30, mais le cas où on est 50-50. Okay, puisqu'en fait, au lieu de se placer ici, on va se placer là. D'accord. Donc on est effectivement sur des valeurs assez différentes. Et donc ça nous donne un intervalle un petit peu plus grand quand on prend le pire des scénarios. Ok. Dernier petit exemple pour jouer. Puis là, on va le faire en R, parce que l'autre, on le faisait parce qu'on avait il suffisait de remplacer par les formules qu'on avait vues dans le cours. Donc là, je mesure des durées, voilà, des durées d'attente. Je ne sais pas trop où, mais voilà. Je ne sais pas en quelle unité on est, peu importe. Donc, on nous demande la durée moyenne d'attente. Et donc, on veut un intervalle de confiance pour cette durée moyenne d'attente à 95%. Donc, première hypothèse, ce qu'on sait faire, c'est le cas gaussien. Donc, je suppose qu'on est gaussien, et donc, je ne vais pas me fatiguer. L'intervalle de confiance, ce sera un truc de la forme x bar plus ou moins. Je prends mon quantile, donc on est sur du 95%, donc 1,96, et je divise par S sur racine de N. Voilà. Je n'ai pas envie de me fatiguer. Éventuellement, je pourrais peut-être corriger un tout petit peu cette chose-là en disant, OK, je suis gaussien, mais j'ai remplacé l'écart type et je n'ai pas mis l'observation, j'en ai pas tant que ça. Okay. Donc en fait, éventuellement, je pourrais aller chercher un quantile du noix de Student. Mais bon, disons qu'on sait faire. Et comme on l'avait vu, on peut l'avoir directement avec la fonction t-test. Quand vous faites t-test, vous avez directement votre intervalle de confiance. Donc il nous dit, il y a 95 chances sur 100 pour que la moyenne soit comprise entre 0,61 et 1,56. Donc on a notre intervalle. Alors, on peut aller un petit peu plus loin. On peut essayer de se demander, est-ce que je pourrais le faire si jamais je suppose une autre loi? Il s'avère qu'on sait faire. C'est-à-dire que si jamais j'ai des lois exponentielles, je suppose que j'ai des durées exponentielles, parce qu'on a dit qu'on avait des durées, donc c'est forcément positif. Donc une loi normale, on pourrait se dire, bon, je ne suis pas très fan. Mais supposons qu'on ait des observations qui suivent une loi exponentielle. Donc je vous rappelle, si on a une loi exponentielle, ce qu'on peut montrer, c'est que pour cette loi exponentielle, l'espérance de y, c'est 1 sur lambda. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse. Encore une fois, on travaille sur le temps moyen. Donc ça, c'est mon paramètre θ dont je veux trouver un intervalle de confiance. Okay, c'est la question. La question, c'est intervalle de confiance pour la durée moyenne d'attente. Okay, donc θ, c'est ma durée moyenne d'attente. Donc en l'occurrence, c'est 1 sur lambda. Et il s'avère que la variance, c'est 1 sur lambda 2. Donc en fait, on a du θ2 qui apparaît. Donc en fait, on peut faire la même chose que ce qu'on disait auparavant.
Si jamais on suppose qu'on a assez de données, on peut faire une approximation normale. Alors, il faut juste la faire proprement, c'est-à-dire non pas calculer la variance, mais se dire, la variance, en fait, elle est liée à mon lambda. Okay. Donc, en fait, l'écriture propre du théorème central limite consiste à dire, en fait, c'est y bar moins θ divisé par la racine carrée de θ2 qui devrait suivre à peu près une loi normale, n01. Et ça, il s'avère que ça simplifie un petit peu en particulier, donc on récupère cette chose-là qui nous dit, pour faire très simple, y bar sur θ moins 1, racine de n, va être égal à z qui est une loi normale. Dans ces cas-là, c'est facile. Je peux extraire mon θ, ok, et récupérer tout simplement mon intervalle de confiance, donc qui va être ici, donné ici. Donc, de cette chose-là, je peux en déduire tout simplement que θ, il est compris entre y bar 1 plus, pour faire simple, 1,96 et un y bar divisé par 1 moins 1,96, divisé par racine de n, pardon. Okay. Donc je récupère, là encore, écrivez-le tranquillement en prenant votre crayon, mais vous allez voir que c'est assez facile d'extraire un θ de ces grandeurs-là, c'est essentiellement basé sur cette écriture-là. Okay. Donc le petit 1 qui traîne, c'est celui-là. Okay. Donc je fais passer, je multiplie mon racine carrée de n, je multiplie par, ou je divise par racine carrée de n. Donc on a mon quantile divisé par racine de n. Il y a le 1 qui va apparaître. Voilà, tout marche bien. D'accord. Donc écrivez-le tranquillement si ce n'est pas clair, mais je peux récupérer un intervalle de confiance pour y bar. Okay. Donc ça, c'est une formule qu'on peut garder. D'ailleurs, je vous l'ai mis juste pour le retrouver. Donc si jamais je veux trouver l'intervalle de confiance pour une durée moyenne pour une loi exponentielle, dans ces cas-là, on a cette relation. Okay. Donc si vous voulez faire les calculs numériques, donc tout à l'heure, j'avais obtenu un 0,61, 1,56. Si jamais j'utilise mon approximation actuelle, c'est 0,75, 1,94. Okay, donc on voit que l'intervalle, il a bougé un tout petit peu. Donc en quittant l'hypothèse de normalité, on voit que ça change un tout petit peu et qu'on peut faire un petit peu mieux. Alors je peux faire un peu plus loin, c'est de faire du rééchantillonnage. En fait, l'idée est de se dire où est-ce que je me trouve avec une certaine probabilité. Donc en fait, on peut faire du rééchantillonnage. Donc en fait, je fais tout simplement y bar, je vais stocker mes durées moyennes, tout simplement en rééchantillonnant. Donc je vais tirer à chaque fois n valeurs parmi les n valeurs que j'ai observées en faisant des tirages avec Rubis. Et donc on récupère cette belle distribution pour la durée moyenne. Donc en fonction de mes échantillons, il y a des fois où je descends presque à 0,6, je peux monter quasiment à 1,6. Et donc si vous regardez l'intervalle de confiance qui est obtenu par rééchantillonnage, on obtient l'intervalle de confiance qui est de l'ordre de 0,7 à 1,57. Okay. Donc on voit qu'on n'est pas très loin là encore des deux valeurs qu'on avait obtenues précédemment, mais cette fois-ci c'est une méthode qui est complètement différente, c'est un intervalle de confiance purement empirique, donc je me contente de rééchantillonner. Cet algorithme-là, en fait, on peut l'utiliser à peu près tout le temps. Ça permet de construire très facilement un intervalle de confiance, okay, sans faire aucune hypothèse. Et bah, on n'a pas de propriété. Et juste pour conclure, je vais juste évoquer un petit point qui est que il existe un concept qui est l'intervalle de tolérance. Alors c'est pas aussi un intervalle de crédibilité. Voilà. C'est d'autres termes, d'autres objets qui existent. Donc on ne va pas en parler dans ce cours, on va rester sur intervalle de confiance. Et voilà, c'est deux grandeurs qui peuvent être, que vous entendrez peut-être évoquer, mais qui ne sont pas forcément celles que nous, on utilise. Donc, on n'est pas exactement sur les mêmes objets. Mais voilà, sachez juste que ça existe. Et si jamais vous en avez besoin, je vous ai mis des références en particulier. Vous avez des packages R pour trouver non pas des intervalles de confiance, mais des intervalles de tolérance. Et la crédibilité, c'est un peu différent. Enfin, les intervalles de crédibilité, c'est lié à la statistique bayésienne. Donc, j'en parlerai quand même. OK. On peut s'arrêter là. On a déjà vu pas mal de choses. Et puis, on se retrouvera bientôt pour la suite.